Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des juristes en partenariat avec BFM. Quid Juris, vous le savez, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé comme chaque semaine avec Elsa Franz et Camille Sarrazin. Vous écoutez et vous regardez le 101e épisode de Quid Juris. Et l'actualité cette semaine, c'est évidemment l'opération ou la poursuite de l'opération Fury Epic déclenchée le 28 février dernier par Donald Trump et Benjamin Netanyahou contre l'Iran, mais aussi contre le Hezbollah au Liban. Opération qui a provoqué une riposte de Téhéran et une extension régionale du conflit au Moyen-Orient. Riposte qui a entre autres conduit à la mort d'un militaire français tué par drone au Kurdistan irakien, l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars dans l'Isère. Cette opération, disent Donald Trump et Benjamin Netanyahou, répond à une logique préventive, sans que l'on sache d'ailleurs très bien ce que recouvre ce concept de guerre préventive. Une guerre, en tout cas, dont on ne voit ni le bout, ni les buts, et qui pose de très nombreuses questions militaires, diplomatiques, économiques et bien sûr juridiques. Mon invité aujourd'hui pour essayer de tout comprendre est un expert du droit international parmi les meilleurs. Bonjour Alain Pellet. Bonjour, Monsieur Roman, content de vous revoir. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre, ancien président de la Commission du droit international des Nations Unies, membre et ancien président de l'Institut de droit international et président d'honneur de la Société française pour le droit international. Merci d'avoir accepté l'invitation du Club des juristes. Je le disais, guerre préventive. C'est quoi ce concept de guerre préventive dont se prévalent à la fois les États-Unis et Israël pour justifier cette double attaque déclenchée fin février contre l'Iran d'une part et contre le Hezbollah au Liban? C'est une pure invention politique qui est censée ajouter une possibilité de recourir à la force dans les relations internationales, ce qui est parfaitement... et cette possibilité n'entre pas dans les prévisions de la Charte des Nations Unies. Donc on essaye de rajouter, ça date en fait de la guerre des 6 jours, ou même avant, mais c'est une pure invention politique, ça n'a aucune espèce d'influence ou d'incidence juridique. On ne crée pas de cette manière un cas de légitime défense supplémentaire. Trump et Netanyahou n'ont prévenu personne avant de déclencher cette opération. Ils n'ont pas prévenu l'ONU, ni le Conseil de sécurité, ils n'ont pas prévenu l'OTAN. Est-ce que pour le coup, du coup, cette guerre est contraire à la charte de l'ONU? Et si oui, pourquoi? Bon, elle y est de façon complètement évidente. La charte ne permet que 2 usages de la force, et c'est vraiment clair. Enfin, c'est l'emploi de la force, c'est pas la menace éventuelle du recours à la force. La charte ne prévoit que 2 circonstances dans lesquelles on peut recourir à la force armée, l'autorisation du Conseil de sécurité et la réponse à une agression. Une agression, c'est une attaque armée, c'est d'ailleurs l'expression qui est utilisée dans la version anglaise. Donc il n'est absolument pas prévu dans la Charte des Nations Unies une riposte, même en cas de menace imminente, comme certains veulent le faire croire. Bon, d'abord, c'est pas prévu. C'est la confusion entre 2 dispositions des Nations Unies qui sont différentes. La Charte des Nations Unies interdit le recours à la force et la menace de l'emploi de la force. Mais ce qui est justement d'intéressant, c'est que dans l'article 51 qui prévoit la légitime défense, il n'est pas question de menace, il n'est question que d'agression. Donc, en cas de menace contre la force, on peut réagir, en demandant d'ailleurs au Conseil de sécurité éventuellement de prendre des mesures préventives. Et si on est attaqué, on peut réagir dans certaines conditions, mais emploi de la force, c'est interdit et on peut réagir en légitime défense, menace d'emploi de la force, pas de légitime défense. Donc vous me confirmez que l'imminence d'un risque est un argument qui n'a jamais été accepté dans les textes, même si en pratique il a déjà été invoqué. On se souvient des États-Unis en 2001 pour lutter contre le terrorisme en Irak, ou en Iran même, lors de la fameuse guerre des 12 jours en 2025. C'était déjà au nom d'un risque imminent que les États-Unis et Israël étaient déjà intervenus et avaient déjà frappé l'Iran. Oui, c'est autant de violations du droit
international. Ceci dit, je pense vraiment qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire que aussi longtemps que des violations du droit international sont isolées, c'est des violations du droit international. Si on renouvelle ces violations indéfiniment, et si les réactions des autres États sont mollassonnes ou inexistantes, on va finir par détruire ce principe fondamental sur lequel le droit international est construit. Bon, on dit toujours depuis 1945, mais quand même, il y avait déjà eu pas mal de progrès en 1919 ou même avant, en 1907. À la longue, je me demande si on va pas finir par, en tout cas, affaiblir la force juridique du principe d'interdiction du recours à la force armée, et puis finalement à repasser à un monde dans lequel le recours à la guerre est un moyen comme un autre de régler les différends. Et il faut vraiment que les États soient vigilants et qu'ils réagissent fortement. Ce que vous dites est absolument passionnant parce que non seulement ça n'est pas la première fois que ça se présente, non seulement ça n'est pas la première fois que la communauté internationale laisse faire, mais si j'y ajoute par exemple l'intervention récente des États-Unis au Venezuela, tout le monde se souvient du kidnapping de Maduro pour aller le faire juger aux États-Unis, en fait on se demande si c'est pas l'existence même des Nations Unies qui est en cause. Oui, enfin, pas seulement des Nations Unies, vraiment de l'ensemble d'un ordre mondial fondé sur des règles qu'on a. Le fameux multilatéralisme. Du multilatéralisme, oui, mais vraiment d'un normativisme international. On a l'impression que le droit international s'écroule et que le recours à la force est en devenant progressivement quelque chose de presque banal. Moi, je suis inquiet pour l'avenir de ma discipline adorée. Oui, mais alors, je vous ai bien entendu, j'ai compris, vous avez parfaitement expliqué pourquoi cette intervention, cette opération est contraire à la Charte des Nations Unies, donc illégale, mais je pourrais inverser la question. Est-ce que l'Iran a respecté le droit international en promettant depuis 1979 d'éradiquer l'État d'Israël de la surface du globe, en finançant des proxys, des milices chiites en Irak, le Hamas, le Hezbollah, des mouvements terroristes? L'Iran non plus n'a pas respecté la Charte des Nations Unies, et pourtant on a laissé faire l'Iran. Et encore, vous en oubliez, parce que une autre des violations fondamentales qu'on peut reprocher à l'Iran, c'est le mépris systématique des droits humains et de terroriser sa propre population. Mais ceci dit, ma réponse est quand même non. Je pense que c'est pas parce que l'Iran a agi de façon très évidente et presque systématique contre le droit international qu'on a le droit de riposter, et sûrement pas en méprisant à notre tour ou autour du reste, le reste du monde, en méprisant les droits, les obligations fondamentales qui pèsent sur tous les États. Parmi tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, il y a beaucoup de gens qui vous entendent, qui entendent les concepts que vous maniez, mais qui se disent, bon, d'accord, il y a peut-être des guerres qui sont illégales, mais n'empêche que certaines peuvent apparaître légitimes. Vous avez rappelé à juste titre le sort que fait subir le régime des mollahs à sa propre population. On se souvient que cette question s'est posée au moment de lutter contre les talibans en Afghanistan en 2001, contre Saddam Hussein en Irak en 2003, contre Kadhafi en Libye, c'était en 2011. Je vous pose la question franchement, est-ce qu'il y a des guerres qui, bien qu'illégales, peuvent apparaître légitime? Bon, alors, la réponse posée comme ça, la réponse est sans doute oui. Ceci dit, pour répondre aussi franchement, je pense que la réponse ne peut être positive que dans une perspective, je dirais, politique et morale. Par contre, sur le plan du droit, non. Et j'ai lu avec affolement une récente chronique de Denis de Béchillon, publiée par le Club des juristes, qui, en fait, dit, après tout, c'est quand même, on s'en fiche que ce soit conforme au droit international ou pas. De toute façon, c'est bien. Non, c'est pas bien parce que on vole ceux qui réagissent violent à leur tour le droit international. Le droit international, c'est pas un droit du talion. C'est un droit qui essaye de créer un cadre ordonné pour les relations internationales. Donc, je dois dire, l'article de Denis de Béchillon m'a horrifié. Tout à l'heure, on a
parler de l'imminence du risque, parce que ceux qui disent bah oui, mais le droit international parfois n'est pas opérationnel en fonction de la nature d'un certain nombre de régimes. Je rappelle que pendant la guerre des 12 jours, les États-Unis, Israël avaient déjà justifié les frappes au nom d'un principe de légitime défense, parce qu'il y avait ce fameux risque de nucléaire militaire. Pour que ce principe de légitime défense soit reconnu, il y a des critères qu'il faut prendre en compte. On a parlé de l'imminence, mais j'imagine qu'il y a aussi la proportionnalité, d'autres critères. Bon, d'abord, il existe ce principe. Il n'a pas à être reconnu, il existe, il s'impose à tous les États. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a un nombre important de conditions et elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. En amont, il faut qu'existe une agression et une attaque armée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pas simplement une menace, que cette menace soit réelle ou qu'elle soit supposée. Mais comment on fait pour savoir si une menace est réelle ou supposée, surtout dans un monde de fake news comme l'affecte M. Trump ou M. Netanyahou? Pardon, je vous interromps, c'est pas nouveau. Au moment du déclenchement de la guerre en Irak, on avait aussi inventé des preuves d'existence d'armes de destruction massive. Absolument. C'est pas l'inventeur des fake news, c'est quand même un utilisateur abondant des fake news. Et d'autre part, je vous objecte que ça fait plus de 20 ans que les experts de la IEA ont documenté le travail que font les Iraniens pour aller petit à petit vers du nucléaire, alors qu'ils se sont engagés à ne pas le faire. Je parle du nucléaire militaire, évidemment. Bon, pour l'instant, ils sont toujours engagés à ne pas arriver au mauvais stade. Mais par contre, si M. Trump n'avait pas dénoncé le JCPOA, l'accord... C'est-à-dire l'accord visant à stopper, en tout cas à empêcher l'Iran d'accéder au nucléaire militaire, c'est ce traité auquel vous faites référence. Oui, absolument. Donc là, je dois dire, c'est quand même un peu difficile de considérer que la menace était avérée, surtout après que Trump a expliqué que, bien sûr, tous les laboratoires iraniens avaient été détruits, alors que très vite, on a su que c'était pas vrai, parce que les services de renseignement américains sont plutôt bien faits, et eux ont laissé filtrer que c'était pas vrai. Mais on pourrait vous objecter, et c'est en partie ce que sous-entend la chronique de Denis de Béchillon, on pourrait vous objecter qu'on parle d'une menace imminente, mais qu'en fait la menace, elle a déjà été mise à exécution. Dès lors que l'Iran, qui continue son programme nucléaire, mais surtout ses proxys, je parlais du Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, le Hamas à Gaza, c'est pas une menace imminente, c'est une menace qui est réelle, qui est déjà là, qui fonctionne déjà depuis de très nombreuses années. Donc du coup, est-ce que ce concept de légitime défense, il n'est pas légitime pour le coup. Ça reste une menace. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la charte ne prévoit pas qu'on puisse invoquer la légitime défense en cas de menace. On peut utiliser la légitime défense si le Conseil de sécurité a décidé que la menace était réelle, il l'a pas fait, ou bien si il y a eu recours à la force armée, et il n'y avait pas eu recours à la force armée, il y avait quand même pas mal de raisons de penser que c'était pas imminent. Les mollahs avaient besoin de récupérer un peu pour arriver à une bombe vraiment. J'ajoute, mais là pour le coup c'est un argument qui va plutôt à l'appui de votre thèse, c'est que après la fameuse guerre des 12 jours, Donald Trump a expliqué que le nucléaire iranien, je cite ces mots, avait été anéanti. Et donc, du coup, ça va plutôt à l'encontre d'une menace imminente. Il faut croire qu'au moment où il y a eu cette guerre des 12 jours, le résultat de ces frappes n'a pas été à la hauteur des propos de Donald Trump ou même de Netanyahou. Oui, mais c'est quelque chose qui va dans le sens, en effet, de l'idée que la menace n'était sûrement pas imminente. Mais encore une fois, une menace, ça ne justifie pas en soi le recours à la force. Sur le plan juridique, il n'y a pas de doute. Monsieur Béchillon a peut-être raison de dire, et même je crois qu'il a raison de dire, oui, mais quand même, ce sera bien quand ce régime infect aura débarrassé le plancher. Oui, ce sera bien, ceci dit, et il s'en va pas, le régime. Et donc, je crains que, pour l'instant, il se durcisse encore un peu et qu'aux 30 000 morts des derniers mois, on ajoute quelques dizaines de milliers. Je vais me faire, Alain Pellet, l'avocat du diable. En 2005,
l'Assemblée générale de l'ONU, et c'était d'ailleurs sur une suggestion de Robert Badinter, en partie, a adopté une résolution stipulant qu'en cas d'incapacité ou de refus d'un gouvernement de protéger sa propre population, la responsabilité de le protéger incombe à la communauté internationale. Et c'est là où je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'au fond, Trump n'est pas en train d'appliquer cette résolution sans l'ONU, voire contre l'ONU? Bon, il se fiche royalement des résolutions, donc je pense pas qu'il sache que ça existe. C'était pas tout à fait une résolution, c'était un rapport, une résolution, une décision d'un sommet dans le cadre des Nations Unies. Badinter dont j'étais fort proche, était très... C'est pour ça que je fais cette référence. Oui, je vois bien que vous me tendez la perche, mais Badinter donc était très partisan de ce concept un peu flou qu'est la responsabilité de protéger, mais jamais personne n'a dit que la responsabilité de protéger pouvait justifier le recours à la force armée contre. Non, mais quand Robert Badinter a imaginé cette idée-là, il l'a pas imaginé au départ. Il l'a prise au vol. Je connais bien mon Robert Badinter. Il sentait le. Mais en tout cas, ça pourrait parfaitement s'appliquer à ce qu'on a vu. Vous le citiez vous-même au début du mois de janvier, à cette répression absolument sanglante, féroce en Iran. 30 000 morts, peut-être plus. Le régime qui martyrise sa propre population, donc c'est peut-être une bonne raison suffisante pour que la communauté internationale joue son rôle. Philosophiquement et moralement, je me dis, après tout, je serais comme tout le monde, je ne serais pas triste que le régime disparaisse. Mais ça peu de rapport avec le droit. Deuxièmement, pour l'instant, ça marche pas. Et c'est au peuple iranien d'essayer de... Parce que je ne crois pas qu'un régime imposé de l'extérieur le serait. En plus, visiblement, c'est pas un but de M. Trump. Avec le Venezuela que vous citiez tout à l'heure, on a bien vu qu'il s'en fichait royalement de démocratiser ou pas les régimes qu'il attaque. On va parler de ces buts de guerre. Vous avez sans doute raison de dire que toutes ces guerres, même si elles sont déclenchées pour des raisons morales, légitimes, compréhensibles, elles aboutissent rarement au rétablissement de la démocratie. Mais à l'inverse, on pourrait vous objecter que la légalité, l'application stricto sensu du droit international ne marche pas non plus. Sinon, il n'y aurait plus sur cette planète des affreux, des fameux prédateurs qui déclenchent une guerre d'agression contre la Russie ou qui, comme l'Iran, continue à développer son arsenal nucléaire ou finance les plus grands mouvements terroristes de la planète. Et alors, vous déclenchez des guerres contre tous les régimes qui oppriment leur peuple ou qui ne respectent pas le droit international. À déclencher une guerre contre les États-Unis qui risquent de se fasciser assez bientôt, s'ils ne le sont pas déjà, ça va être douloureux. Hein. Donc ça veut dire que le droit international, j'entends très bien votre réponse, mais dans certains cas, et de plus en plus souvent, est inopérant. Alors inopérant, il ne peut pas éradiquer les violations. Ça, c'est clair, mais il l'a jamais pu. Le droit, c'est un ensemble normatif. C'est pas quelque chose qui exécute. L'exécutif et le législatif sont deux ordres de pensée différents. Le normatif ne suffit jamais. Donc, quand vous dites qu'il est inopérant, il est inopérant à exécuter. Mais le fait que le droit soit énoncé. J'ai juste un exemple en tête parce que j'ai été associé de très près. C'est les avis de la Cour internationale de la justice, par exemple, sur l'occupation israélienne des territoires occupés. Ça n'a pas marché. Les deux avis sont joyeusement piétinés par Israël. Mais je suis certain que lorsque M. Macron a dit « je vais reconnaître l'État palestinien », il s'est dit « ah, quand même, j'ai un bon argument avec l'avis de la Cour internationale de justice, disons que ce que fait Israël dans les terres occupées qui tend à nier l'existence du peuple palestinien est contraire au droit international. Donc ça a des effets. Le droit sans la force, ça n'existe pas. Et si la force se met au service d'elle-même et pas du droit, oui. Mais c'est la même chose en droit interne. Hein. Monsieur Trump, en droit interne, il respecte pas les arrêts de la Cour suprême et hésite un peu à pas respecter. Mais il respecte pas les arrêts des cours américaines et donc
Bon, bah, le droit interne aussi est impuissant. Alors Alain Pellet, on a posé les principes, on a exposé le contexte. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à la posture diplomatique de la France. C'est la deuxième partie de Quid Juris. Quid Juris, guerre en Iran et au Liban, Laurent Neumann reçoit Alain Pellet, ancien président de la Commission du droit international de l'ONU. Alain Pellet, le 3 mars dernier, Emmanuel Macron a dit qu'il n'approuvait pas cette guerre, mais, et c'est le mais qui est important, je voudrais que vous écoutiez les propos du président de la République. Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple, et aucun ne sera regretté. Donc voilà ce que dit le chef de l'État. En gros, je résume, les opérations militaires ont été conduites en dehors du droit international, donc impossible de les approuver, mais, et c'est le mais, je le disais, qui est important, il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple. En entendant cette phrase d'Emmanuel Macron, je me dis, au fond, c'est peut-être ça la ligne diplomatique de la France. C'est peut-être de dire, la guerre est illégale, comme elle est illégale, je ne l'approuve pas, mais d'une certaine manière, elle a quand même une part de légitimité. Bon, moi non plus, je pleure pas, je fais comme l'histoire. Mais d'une certaine manière, vous ralliez avec cette question le camp des défenseurs de l'œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'au fond, vous réintroduisez cette idée que 1919 et 1945 ont rejeté, qui est que on peut recourir à la guerre pour faire aboutir de justes idées. Eh ben non, on peut pas. Et le principe de l'interdiction de recours à la force est quelque chose qui devrait être sacré et qui l'a été jusque récemment. Parce que bien sûr, depuis 1945, il y a eu 36 000 conflits internes ou internationaux. Mais il y avait des réactions très violentes. Là, les réactions, y compris celles de M. Macron, disant les buts de guerre sont quand même bien, donc c'est pas une guerre vraiment injuste, elle est illicite, mais ça n'a pas d'importance. Si, ça a de l'importance. Alors la stratégie de la France, là pour le coup Emmanuel Macron a été extrêmement clair, elle est uniquement défensive. Et l'objectif, on l'a bien compris, c'est de faire en sorte que la France n'apparaisse pas comme un pays co-belligérant. Ça veut dire quoi concrètement sur le terrain du droit international, être co-belligérant ou de ne pas l'être en l'occurrence ? À mon avis, ça veut dire concrètement intervenir à l'appui, utiliser la force armée à l'appui d'un des deux belligérants. Tant que la force armée n'est pas utilisée, je crois qu'on ne peut pas parler de belligérance. Le problème s'était posé dans la question ukrainienne. Là, c'est pareil. Je pense que tant qu'on envoie un porte-avions aussi redoutable soit-il, on n'est pas belligérant. Alors, il y a quand même un problème. J'entends votre réponse. Et le problème, c'est que l'Iran, visiblement, ne l'entend pas de cette oreille, parce que dès lors que la France est militairement présente dans la région, dès lors que, vous l'avez dit, qu'elle envoie le Charles de Gaulle dans la zone, et surtout dès lors qu'elle défend ses partenaires dans la région, de fait, aux yeux de Téhéran, la France devient un ennemi comme les autres. Oui, et là, par contre, je pense que la France, pas les États-Unis ou Israël, mais la France peut, elle, dire « par contre, je suis en état de légitime défense », avec le bémol important qui est que oui, mais la légitime défense, ça ne peut s'utiliser que de façon proportionnelle. Donc on va voir ce que la France voudra ou sera capable de faire. Mais là, oui, elle est en belligérance et en légitime défense parce que c'est d'évidence, c'est l'Iran qui est attaqué. Alors on comprend bien le principe, mais il se trouve que au moment de l'extension de ce conflit en Moyen-Orient, l'Iran a décidé d'attaquer tous azimuts, les pays de la région et même des emprise militaire occidentale dans ces pays de la région. Il se trouve qu'un militaire français, l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, a été tué par un shahid iranien au Kurdistan iranien. 6 autres soldats français sont blessés. Le groupe pro-iranien qui a revendiqué cette attaque a annoncé vouloir prendre pour cible, je cite, tous les intérêts français en Irak et dans la région. Du coup, cette posture strictement défensive, elle a peut-être un sens diplomatiquement et même en droit, vous venez de l'expliquer, mais les Iraniens, je le répète, ne l'entendent pas ainsi. D'où ma question, est-ce que la mort d'un soldat français,
change la donne d'un point de vue diplomatique et même du point de vue du droit international? Alors, d'un point de vue diplomatique, c'est pas mon problème. D'un point de vue juridique, oui, ça change. Encore une fois, on peut se réclamer de la légitime défense. Il faut simplement que ce soit proportionnel. Et puis, vous avez dit toutes les cibles des États occidentaux sur les territoires des pays du Moyen-Orient. Il y a pays occidental et pays occidental. Pour l'instant, il y a quand même que Israël et les États-Unis qui utilisent. Et les bases américaines, je vois pas pourquoi on pourrait pas les bombarder. Enfin, pourquoi l'Iran pourrait pas les bombarder. Pour ce qui est des cibles civiles dans les Émirats ou ailleurs, là, par contre, non. Pour l'instant, ils ne sont pas belligérants. Emmanuel Macron, après la mort de ce soldat français, avait dit qu'il attendait un retour d'information avant d'imaginer une réponse ou une riposte. Mais on voit bien le dilemme. Ne pas riposter, ça peut être perçu comme une faiblesse. Et puis riposter, c'est prendre le risque d'un engrenage. Vous comprenez que le président de la République n'ait pas clairement dit comment il comptait répondre à cette mort ? Absolument. Je pense que lui est quand même à peu près conscient que le droit international existe et donc qu'il faut qu'il mesure sa riposte en vertu de ce principe vraiment essentiel de proportionnalité de la légitime défense. Ça me paraît très raisonnable, ça. La France, elle est liée par des accords de défense avec le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, des accords qui comportent des clauses d'assistance en cas d'agression. Elle a d'autres engagements avec la Jordanie et l'Irak. Ces accords, je comprends qu'ils soient très profitables pour l'industrie de défense française. Enfin, quand ces pays sont concernés, il faut bien les appliquer. Est-ce que le fait d'appliquer ces accords, et là on est sur le terrain du droit international, ne nous place pas de facto en situation de co-belligérance? Bon, d'abord, on les applique pas pour l'instant, parce que la France, comme vous l'avez dit, pour l'instant reste prudente et dit, moi je suis... Alors, je vous interromps, pardon, la France envoie des chasseurs qui interceptent des missiles, des drones, etc. Il y a quand même une partie militaire, défensive, mais militaire quand même. Oui, mais d'abord défensive, et ensuite, honnêtement, je pense que ce qui est important, c'est la proportionnalité. Donc, et les traités dont vous parlez, bon, j'ai pas révisé, j'ai pas passé les traités en revue, mais c'est plutôt des traités de coopération et en matière de renseignement, etc., que des traités comportant une sorte d'article 5 du traité de l'Atlantique. Il y a des clauses d'assistance en cas d'agression, voilà. En tout cas, avec le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes. Donc il faudrait vraiment qu'on ait une agression contre ces États, et c'est compliqué de dire que c'est l'Iran qui a agressé dans la mesure où elle vise les bases américaines dans ces pays. Donc j'ai pas de réponse catégorique à ça. Et votre réponse, même si elle n'est pas catégorique pour la France, vaut pour les pays tiers. Je pense à ces pays du Golfe qui accueillent sur leur territoire des bases américaines, des bases occidentales. Ah oui, absolument. Si les attaques sont considérés comme co-belligérants parce qu'ils ont accepté que des militaires américains soient présents sur leur sol. Non, mais par contre, ils peuvent se réclamer de la légitime défense si leur territoire est attaqué, mais pas si les bases sont attaquées. Mais l'Iran, en attaquant ses bases militaires sur le sol de pays tiers, là, pour le coup, agit contre le droit international. Ah oui, mais alors, pour le coup, en légitime défense, parce que si les bombardements partent de ces bases, c'est eux qui attaquent, c'est pas vraiment ce couple agression légitime défense. Il faut d'abord savoir qui attaque effectivement le premier, pas qui menace, mais qui attaque le premier. Si j'en m'en tiens à votre question, ceux qui attaquent, c'est les Américains, c'est pas les Iraniens. Mais les Américains et les Israéliens disent par ailleurs qu'ils sont eux-mêmes attaqués depuis des années, pour ne pas dire des décennies, par tous les alliés ou les proxys de l'Iran. Ah oui, si vous parlez de l'Iran elle-même, il faut rappeler quand même que l'Iran est sponsor de tous ces mouvements terroristes. D'accord, mais reste à savoir aussi si l'Iran est responsable de tout ce que font ces
ces proxies. Là aussi, moi, je pleure pas sur le sort du Hezbollah, mais par contre, je pleure sur le sort des Libanais. Donc là, il y a une évidente disproportionnalité, et ils se trompent de cible. Là, les Américains, je pense pas qu'ils soient vraiment, ils aient leur mot à dire. Monsieur Netanyahou met son camarade devant le fait accompli. Mais je pense que la cible peut n'être que le Hezbollah. Et ils sont quand même très doués, les Israéliens. Ils arrivent à cibler leur réponse s'ils le veulent. Là, ils le ciblent très très mal. Encore deux sujets, Alain Pellet. D'abord, un sujet important, c'est la liberté du commerce international, la liberté de circulation. Les Iraniens, dans une forme de guerre asymétrique, empêchent la circulation des tankers, des porte-containers dans le détroit d'Ormuz. Le président de la République a dit réfléchir à terme, dès que cela sera possible, je reprends ces termes, à une escorte pour ces bateaux. Bon, en réalité, tout le monde sait que c'est impossible. On est en présence d'une forme de guerre asymétrique qu'honnêtement, le droit international n'a absolument pas envisagé. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas envisagées. Hein. La guerre larvée, la guerre par Internet, etc. Donc, c'est difficile de ne pas considérer qu'il pourrait avoir tout envisagé. Et alors ? Et alors que, quand je vous disais que le droit international apparaît parfois inopérant, là, lorsque l'Iran décide de bloquer le détroit, de menacer les bateaux qui enfreindraient ce blocage, etc., de les attaquer, et d'ailleurs certains le sont, là, pour le coup, le droit international ne peut rien. Non. Encore une fois, vous accordez un peu trop de crédit, je pense, au droit international. Il ne peut rien par lui-même. Il ne peut que s'il est fondé sur la force après, ex post. Et je dois dire que la réponse proposée par Macron, là aussi, je ne suis pas un macroniste éhonté, mais la réponse de la France me paraît plutôt assez légitime. Dire, nous, on veut bien s'occuper du détroit pas tout pour l'instant, c'est un peu chaud, mais on veut bien s'occuper de pacifier le détroit d'Ormuz. Ceci dit, qui a lancé les hostilités, c'est aussi les États-Unis. Donc, et d'ailleurs, beaucoup de chefs militaires disent que Donald Trump a sous-estimé ce risque sur le détroit d'Ormuz et qu'il se rend compte des conséquences aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a commencé notre échange en disant que Donald Trump n'avait pas prévenu l'OTAN ou le Conseil de sécurité. Et là, désormais, il semble faire appel à ses alliés de l'OTAN pour l'aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. Mais vous me confirmez que l'OTAN n'a rien à faire dans ce conflit. C'est pas son champ d'intervention. On n'est pas dans le cadre de l'article 5. Ça paraît compliqué que l'OTAN vienne au secours de Donald Trump dans ce cas de figure. Oui, ceci dit, là aussi, si on se met dans la tête de M. Trump, ce qu'à Dieu ne plaise, si on se met dans la tête de M. Trump, il a quand même il a l'idée qu'il est en légitime défense et que c'est un scandale que les alliés de l'OTAN, sur la base de l'article 5, qui est quand même pas... je suis pas sûr que la limitation... c'est quelque chose qui est très discuté entre les juristes, mais que la limitation géographique tienne forcément quand un État de l'OTAN est victime d'une agression. Mais là, en l'occurrence, je ne vois pas où est l'agression, donc on tourne en rond. Hein. Il n'y a pas de légitime défense. Encore un dernier mot. La Russie, qui est alliée de l'Iran, a condamné cette guerre. Elle ne vient pas militairement au secours de Téhéran, mais on a bien compris que Moscou faisait profiter Téhéran de ces informations en termes de renseignements. Pourquoi Poutine n'aide pas l'Iran, au fond, d'un point de vue militaire ? Parce qu'il a d'autres chats à fouetter en Ukraine. Il a d'autres chats à fouetter. Je ne pense pas que ce soit la seule raison. Il y a bien sûr l'Ukraine. Je pense aussi qu'il veut plutôt ne pas énerver son petit camarade Trump. Et ça joue. Et peut-être qu'il y trouve un intérêt parce que les cours du pétrole ont monté, que Donald Trump a dit que la Russie pouvait de nouveau faire exporter son pétrole, notamment vers l'Inde, et puis tous les systèmes militaires qui sont en Ukraine, du coup, dans le Golfe, ne sont pas en Ukraine. C'est peut-être, je les partage, c'est peut-être ça. Ceci dit, penser que Poutine réussit à savoir à l'avance ce que va faire M. Trump, c'est prêter à M. Trump beaucoup de
cohérence. Poutine est quelqu'un de cohérent. C'est horrible ce qu'il fait en Ukraine, mais c'est quelqu'un de cohérent. Il sait à peu près, il a raté son coup en Ukraine, mais il est prévisible, lui. Trump, il ne l'est pas. Et donc, penser qu'il a été aussi malin que vous l'êtes, vous-même, je pense que c'est aller un peu loin. Un dernier mot, ce sera vraiment le dernier. En général, quand on déclenche une guerre, on annonce à l'avance quels sont les buts de cette guerre. Israël a été plutôt clair, l'éradication du nucléaire militaire iranien, l'éradication une bonne fois pour toutes du Hezbollah au Liban. Les buts de guerre de Donald Trump, on a du mal à les comprendre. D'ailleurs, il ne les a pas réellement énoncés. Et du coup, on ne sait pas à quelles conditions cette guerre pourrait se terminer. Eh ben, on ne sait toujours pas. Chaque jour, on se demande, chaque jour, les buts changent. Mais ça, c'est le problème du trumpisme contre le droit. Le droit, c'est un facteur de sécurité. Et avec des États qui se comportent comme les États-Unis à l'heure actuelle, eh ben, évidemment que rien n'est prévisible. Donc, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci Alain Pellet d'être venu répondre à nos questions et de faire cette pédagogie du droit international dans cette guerre en Iran et contre le Hezbollah au Liban. Quid Juris, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que ce podcast Quid Juris est disponible sur la plateforme de notre partenaire BFM, sur toutes les plateformes de streaming et bien sûr sur le site du Club des juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 102e numéro de Quid Juris que vous pouvez à la fois écouter et regarder en audio et en vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine.